Il y a 40 ans en arrière, personne ne faisait du voyage d'aventure, en tous les cas de cette forme-là, c'est-à-dire du trekking ou bien de la Méhare en Algérie. Donc Homme et Montagne pour ça est pionnier par rapport à cette façon de voyager. Alors il est clair qu'aujourd'hui Homme et Montagne est en France le spécialiste, en tous les cas sur la zone saharienne, de ce que l'on va pouvoir appeler des voyages au long cours. C'est le moment de voyager avec nous parce qu'on est avec vous, on vous accompagne, donc on ne vous fera pas faire n'importe quoi. On est là très investi en fait sur les zones géographiques où nous sommes présents, donc on est très au courant de ce qui se passe. On n'a pas déserté ces zones-là, on contrôle bien nos équipes, on veille à la sécurité, on est très averti de toutes les évolutions géopolitiques, géostratégiques qu'il peut y avoir dans les zones géographiques où nous naviguons. C'est une garantie aussi d'être à peu près sûr que le voyage que vous réalisez, qu'on réalise avec vous, il se fait sous les meilleurs auspices. On n'est pas des têtes brûlées, on est des gens extrêmement raisonnables, très posés, peut-être un peu trop discrets, mais en tous les cas, on a une vraie expertise de terrain et cette expertise-là fait que nous, nos équipes qui sont là-bas sur le terrain, qui nous sont fidèles depuis très longtemps, on est capable d'assurer une sérénité de voyage qui va bien avec l'air du temps de toute façon. C'est un mélange de Touareg et les Kelazis, c'est des Mourabitines, c'est le Mouravides. Et des descendants du prophète comme le chamelier, il y a deux chameliers là. Un c'est un Mouravide et un autre c'est un shérif, un descendant du prophète. Mais il est né là, dans l'Ahnet, dans la région. Ils ont leur campement pas loin d'ici. Ils font pâturer leurs bêtes, les chameaux et les chèvres et les brebis. Ils les vendent pour vivre, ou bien ils travaillent dans le tourisme là. On les connaît très bien, on a vécu ensemble des périodes au moment où on nomadisait. Diversité des paysages, on trouve de tout là. Les règles, les ergues, les tassili et la préhistoire, comme les peintures, les gravures. En fait, on pensait que c'était un nage-rore, parce que les nage-rores, en général, c'est ouvert dessus, et les Touaregs, ils mettent les petits agneaux à l'intérieur, pour pas qu'ils soient becquetés pour pas qu'ils s'en aillent, et puis qu'ils soient becquetés par les chacals. Et puis là, visiblement, c'est aménagé à l'intérieur, c'est plus une tombe. Et puis, il y a des antennes là, qui partent latéralement, surtout de ce côté. Et souvent, il y a des aménagements de ce style sur les tombeaux. Néolithiques, hein, comme
comme tous les tumulus qu'on a partout. Voilà. Ah, j'ai choisi cette région parce que c'est une des régions les plus isolées en fait du Hogar, on va dire, dans son ensemble. Et ça nous permettait d'aller dans une zone qui était extrêmement variée, extrêmement diversifiée, avec aussi bien des grands massifs tassiliens que des zones de dunes, et puis c'est une zone où il y a encore des nomades et des gens qui vivent traditionnellement. Alors le Tassili, ce sont des plateaux sédimentaires à base de grès. Et c'est une espèce de ceinture en fait, qui entoure le massif montagneux du Hogar sur environ sur un rayon de 600 km à peu près, entre 400 et 600 km, tout autour du noyau central du Hogar, qui s'appelle le Takor. Alors la roche est noire, ça vient exclusivement de la patine saharienne en fait. C'est une modification chimique du grès, due entre autres à l'érosion solaire ou à la modification qu'occasionne le soleil. Et ça donne cette patine extrêmement noire, grise. Mais si on casse le grès, dessous en général il est blanc ou rose. Et elle met des siècles et des siècles à se former. Et c'est un indicateur en fait de vieillesse en fait, de la roche et d'érosion. Alors ici, dans cette zone-là, on est à la sortie en fait d'un massif assez important qui s'appelle la Dafar. Et les points d'eau ont toujours été des lieux de passage et les points d'eau ont toujours existé. Alors autour de nous, on a des gravures rupestres qui sont essentiellement du camélidé, qui datent de la période, d'une période assez récente. Un petit peu plus loin, on a des bovidés là, qui sont gravés sur les rochers. Et ces bovidés peuvent dater soit de la même période, soit d'une période un petit peu plus ancienne. Mais ça a toujours été des lieux de passage de toute façon, où les gens venaient faire de l'eau, où ils restaient dans la zone géographique parce qu'il y avait des points d'eau qui étaient exploitables. Et puis souvent, les endroits où on voit les chameaux, comme derrière moi, là, ce sont des zones où les caravanes passaient et les gens gravaient leur nom et représentaient un chameau, tout simplement. Ça, c'est la gerba moderne. La gerba chimrière. gerba شلود. كانت السفرة كاين كم لفوق ولا Une seule. Toute cette zone centrale du Sahara central est aride, va en s'aridifiant d'année en année, de siècle et de millénaire en millénaire. Cette période aride a commencé il y a environ 10-12 000 ans. Et avec des périodes de réminiscence où il y a eu des pluviaux un petit peu plus importants, entre autres vers 4500 ans, avec une société d'éleveurs de bovidés principalement, qui avaient fait souche ici. C'est eux qui nous ont laissé les plus gros témoignages d'art rupestre, de monuments funéraires comme on voit un petit peu partout, très très variés, très diversifiés. Et puis depuis lors, la rédification de la zone va croissant. انا غير التركمه هذه التركمه تقعدوا راجل ما
ce massif-là, dans le massif de la Nette, on ne travaille qu'avec des gens qui sont sur place. Sauf sur ce voyage-là, Ali, qui est donc le guide chamelier, lui, qui est le guide, en fait, lui n'est pas originaire de ce massif-là, il est originaire du massif à côté, entre la Nette et les Misirs. Mais tous nos chameliers, toutes nos ressources, de toute façon, elles sont ici dans le massif. C'est eux qui connaissent les points d'eau, c'est eux qui connaissent les zones de pâturage. Et puis en termes de, de relations avec les gens qui vivent, parce qu'on est dans une zone où il y a encore des nomades, une des rares zones où il reste des nomades ici en Algérie, ça permet aussi d'avoir une meilleure cohésion avec les gens qui sont là. Et c'est beaucoup plus facile. Sur les grands voyages, on a en général une clientèle qui est assez avertie et qui est moins malléable à tous les aléas de sécurité relative ou de politique, etc. Ils arrivent à faire un petit peu le tri et aller chercher des sources d'informations autres que le journal télévisé de 20 heures. Mais en tous les cas, ils ont une approche qui est un petit peu plus affinée. Après, les gens qui viennent ici juste pour une semaine, pour passer une semaine de vacances au Sahara, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les tenants et les aboutissants, en tous les cas les clés de compréhension qui permettent d'analyser un peu sereinement la zone géographique où on est. Encore une fois, la Mauritanie est un très bel exemple cette année. Aujourd'hui, tous les tours opérateurs ont repris les voyages en Mauritanie, mais on a tellement médiatisé contre la Mauritanie que dans le conscient de tout le monde, la Mauritanie est un pays dangereux, ce qui est fondamentalement faux, ce qui est fondamentalement une ineptie. Les tours opérateurs d'aventure comme nous, on ne représente pas grand-chose en fait. Et on est surtout un corps de métier que beaucoup de gens méconnaissent. Ils ne savent pas ce qu'on fait sur le terrain. Ils ne savent pas ce qu'on connaît. Quand on parle tourisme, on voit balnéaire. On est très loin du tourisme balnéaire. On a une implication qui est extrêmement importante auprès des populations locales, auprès de l'environnement. On navigue beaucoup. Donc on est des observateurs. Peut-être des fois même des gens qui peuvent déranger, parce qu'on est sûrement dans des endroits où on préférait qu'il n'y ait personne. Mais bon, non, pour le moment, il n'y a pas de vraie collaboration. Ça faillit, et puis au final, ça n'a pas évolué dans ce sens-là. Donc voilà, peut-être qu'un jour, tous les gens portés de bonne volonté donneront leur avis, mais là, pour le moment, c'est pas le cas.
cette zone-là, la zone de l'Erktisselfit, n'a pas été cartographiée par l'IGN. C'est une des rares cartes en fait, qui manque sur le Sahara algérien. Et c'est vrai que du coup, les cartes satellites nous permettent de compenser un petit peu ce manque. Et puis aujourd'hui, là, on est sur une carte au 200 millième. Les détails sont bons. Bon, il n'y a pas la toponymie des lieux n'existe pas, mais on l'a fait au fur et à mesure, donc il n'y a pas vraiment de souci. C'est quand même de très très beaux outils de travail. Et maintenant, nous allons progressivement nous rendre à l'entrée de Foumezgag, de cette gorge ici, qui va nous permettre de rentrer vers le côté Sekfit. Donc les chameaux, quand ils mangent des acacias, ils prennent délicatement avec leurs lèvres supérieures le bout de la plante, le bout de l'acacia. Ils tirent, mais quand tu prends la gueule d'un chameau, il a des épines d'acacia plantées partout, à travers la langue, à travers le palais, la mâchoire, etc. Mais il a un suc gastrique qui est extrêmement corrosif et qui dissout extrêmement rapidement en fait tout ça. Donc ça lui permet de manger à peu près n'importe quoi. plus le garde-manger de la pigrièche, la petite gerboise empalée, la pimélie idem. Qu'est-ce que c'est là, gerboise? La pigrièche en général, qui est un oiseau assez petit, qui est un des rapaces les plus féroces que l'on ait par ici. En général, quand elle chasse, elle prend la petite souris qui va bien, qu'elle trouve, et elle la prend et elle va l'empaler sur une aiguille d'acacia. Et puis elle laisse l'animal se faisander, voilà. Elle laisse l'animal se faisander, puis elle vient le manger un peu plus tard. Alors des fois on arrive sous des acacias, et puis sur les acacias il y a il y a une petite souris, puis à côté il y a un scarabée, puis à côté il y a une pimélie, puis c'est garde-manger des pigrièches. C'est un oiseau très fréquent dans les zones sahariennes. L'origine de ce canyon, il y a de fortes chances pour que ce soit une origine tectonique, c'est-à-dire une rupture du plateau. Lors des grands mouvements tectoniques qui se sont passés dans ces zones-là. Il y a eu des canyons de ce style qui se sont formés dans certains plateaux il n'y a pas si longtemps que ça. Dans une ère un petit peu plus contemporaine, on va dire. Ça date pas de... C'est pas aussi vieux que ça que les grands réseaux hydrographiques se sont mis en place. Les plateaux ici sont très fracturés, c'est-à-dire qu'il est très difficile de marcher. Nous on va marcher un petit peu, mais vous allez voir, on va vite redescendre dans l'oued. Mais quand les plateaux sont les tassili sont extrêmement plats dessus, les caravanes elles préfèrent monter sur le plateau. Et elles roulent sur le plateau parce que c'est plus simple en fait. C'est plus simple pour se diriger, c'est plus simple pour naviguer. Il fait moins chaud que dans la vallée, évidemment. Voilà. Mais là, c'est pas le cas. Là, la piste caravanière, elle est dans l'oued, là où on était. Foumezgag. À côté, à l'est, vous avez un autre plateau qui s'appelle le plateau de Tarit, qui est assez connu, où il y a un oued aussi profond que celui-ci, avec pas mal de gravures et de peintures rupestres répertoriées. Et nous on est dans cette oued là parce que ça nous permet de faire une espèce un arc de cercle dans ce sens, et puis à partir de là-bas où on voit la falaise, il part comme ceci légèrement nord-est pour sortir à côté des grandes dunes là-bas. Et à la sortie de ce canyon, il y a une source, et c'est là où on a rendez-vous à midi avec les chameaux. Une des rares sources du secteur.
Alors il y a eu différentes périodes en fait, désertiques, et la période où nous nous trouvons a commencé il y a environ 12 000 ans. Et progressivement, le climat de ces zones-là s'est détérioré. Aujourd'hui, on est dans une phase qui est extrêmement aride, qui va aller en s'aridifiant de plus en plus, de toute façon, car c'est lié à la configuration mondiale en fait, de la climatologie. Et on est dans cette zone-là, entre les dunes de cette ergue, on est sur des bas-fonds d'anciens lacs en fait. On est sur des fonds d'anciens lacs qui étaient sûrement présents il y a 4005-5000 ans, qui avaient donné naissance à une civilisation relativement importante, entre autres d'éleveurs de bovidés. Ça a donné naissance en fait à toutes ces grandes civilisations que l'on a, qui sont nos ancêtres globalement. Alors il y a dans ces zones-là différents types d'objets qui ont été laissés par les sociétés et les civilisations préhistoriques, qu'elles soient paléolithiques ou qu'elles soient néolithiques. Ces différents objets étaient souvent jonchés à même le sol, puisque le sol a été lessivé, donc on trouvait dans ces environnements beaucoup d'outils. Malheureusement, depuis quelques années, il y a un pillage assez effréné en fait, de toutes ces zones-là, et c'est une véritable problématique aujourd'hui. L'humidité n'est pas loin. S'il a plu par exemple 90 mm, eh bien on voit jusqu'où c'est mouillé, ça fait jusqu'à 90 mm ici. Et on sait à peu près le taux de pluviosité. Quand il pleut 125 mm jusque là, on a une plante qui se met à pousser, qui s'appelle le Rada procubans en latin, et puis ici on l'appelle Hansfeld. Et c'est un indicateur isoyète qui permet de savoir qu'il a plus de 125 mm d'eau, qu'à partir de ce moment-là, il va commencer à y avoir tel type de plante, et que le pâturage va être bon, et que ci et que là. Mais en creusant comme ça, on sait exactement combien il a plu. Alors, l'impact de la foudre en traversant la silice, il fait cette espèce de tubure ici, de silice fondu, donc c'est du verre. Et toute la partie qui est sous le sable, elle est extrêmement fragile. Il faut être extrêmement précautionneux pour la déterrer. Et dès qu'elle est à l'air, elle durcit tout de suite. Ouais, regarde ça. Alors, des fois, au bout d'un moment, elle part à une diagonale. Mais là, non, visiblement, elle est verticale, celle-ci. Hop, elle va casser. Hop là. Voilà. Vous avez vu comme elle est fragile? Et elle durcit tout de suite, hein, dès qu'on la... Là, elle est déjà dure. Alors que... Parce que sinon, c'est pas dur. Non. Tant qu'elle est sous le sable, elle n'est pas dure. Et puis une fois qu'elle a pris l'air, en fait, elle durcit extrêmement rapidement et elle devient dure comme du verre, hein, tout simplement. Vous avez vu comment ça évolue vite là? Ça va virer violet.